nous avons un taux de 2,3 emplois par personne en âge de travailler, ce qui nous situe dans une fourchette qui est unique en France, bien sûr. Mais pendant que nous pouvons annoncer ces chiffres, nous continuons d'annoncer un taux de chômage très important. Et pourtant, c'est ce que j'ai envie de dire, la ville, dont ça n'est pas sa compétence première, travaille beaucoup dans ce domaine. Je citerai évidemment la création de la Maison de l'Emploi, dont Jérôme est le directeur, nous vous le présenterons. Je citerai aussi les 150 chartes qui sont signées aujourd'hui avec les entreprises du territoire et le contrat d'insertion qui accompagne la construction de l'ARENA, qui est le plus gros contrat signé en France. Je vais essayer de reprendre un certain nombre d'idées qui parfois sont partagées mais qui souvent sont fausses ou en tout cas mal évaluées sur le territoire de Nanterre. On dit que les Nantériens n'ont pas d'emploi sur le territoire de Nanterre. Or là-dessus, il faut quand même voir qu'il y a 35% des actifs qui à la fois habitent et travaillent sur Nanterre. Et là-dessus, on est relativement atypique, étant donné que la moyenne au niveau de la petite couronne est d'à peine 30%, et sur le département, on est inférieur à 30%. On est, par rapport à cette donnée, le deuxième territoire derrière Paris en termes de population qui travaille et habite en même temps sur le territoire. La difficulté à laquelle on doit faire face aujourd'hui, c'est que le plus souvent, aujourd'hui, on a le patronat qui se recroqueville sur ses propres disons, idées et ne souhaite pas évoluer dans le domaine de la réindustrialisation, qui est pourtant aujourd'hui une obligation à chaque entreprise dès qu'elle procède à des plans sociaux. La richesse produite par l'industrie dans la richesse nationale, en 10 années, elle est passée de 18% à 12%. Pour donner des éléments de comparaison, en Allemagne, c'est resté à 24%. C'est des filières dans lesquelles la France a une bonne spécialisation et de bonnes compétences. Bien, il y a un excellent commercial. Il a été divisé par 4 en 10 ans. Dans les secteurs où on est déficitaire, c'est l'inverse. C'est le déficit qui a été multiplié par 4. Donc il y a déjà une conséquence au niveau national. On a un creusement du déficit commercial qui est extrêmement préoccupant. On nous parle beaucoup des déficits publics, c'est un vrai sujet, mais il y a... je veux dire, l'élément essentiel n'est pas là, c'est notre déficit commercial qui est extrêmement alarmant. Un pays ne peut pas vivre avec un tel déficit sans prendre des coups sur son niveau de vie et son niveau de modèle social, comme on dit. C'est ça qui est préparé. L'autre conséquence de cette désindustrialisation, c'est qu'effectivement, on comprend qu'il y a aussi, après, localement, un tas de métiers qui ne sont plus proposés ni aux jeunes, ni aux demandeurs d'emploi de tous âges. Les personnes que nous accueillons sont très diversement éloignées de l'emploi et souvent peu qualifiées. Il y a 3 difficultés majeures. C'est le linguistique. Ça, entre 25 et 30% des personnes que nous accueillons ne parlent pas et n'écrivent pas le français. C'est un frein énorme. Les chômeurs de longue durée, dont parlait Jérôme Dormois, qui sont en grande progression et surtout de très longue durée. C'est un frein énorme de retour à l'emploi d'avoir été demandeur d'emploi de très longue durée. C'est un frein. Psychologiquement, il y a un travail énorme à faire, que nous faisons grâce aux psychologues. Et puis, il y a les jeunes en difficulté. Parce que la difficulté des jeunes, c'est quelque chose qui est, auquel on n'est pas habitué chez nous, qu'on découvre peu à peu, et qui est un obstacle, un frein. Les difficultés qui sont ressenties par eux sont un frein de nature à leur empêcher de retrouver un emploi facile. Je voudrais faire le lien entre des approches qui sont des approches plutôt macro, et même carrément internationales, et puis des questions qui ont été posées dans la table ronde, qui illustrent des problèmes qui sont à la fois des problèmes globaux, mais je crois qu'on peut appliquer à Nanterre. Ça, c'est un découplage qui est particulièrement spectaculaire. C'est le découplage entre ce qu'on a coutume d'appeler l'économie réelle et l'économie financière. Je vous montre maintenant un deuxième graphique. C'est le décalage
entre la richesse monétaire au sens du produit intérieur brut et la richesse sociale telle qu'elle a pu être calculée à partir d'un indice qu'on appelle l'indice de santé sociale et qui permet de voir comment, par exemple, une collectivité donnée, sur tout ce qui atteint, est source d'atteinte à la santé sociale d'une population au sens large, ça peut être de la criminalité, ça peut être de la mortalité infantile, ça peut être des accidents de la route, etc. On calcule un indice de santé sociale qu'on peut comparer ensuite au produit intérieur brut, et vous voyez qu'il peut y avoir un décalage considérable entre la représentation comptable et monétaire classique de la richesse et puis sa représentation en termes de santé sociale. Et puis un troisième grand décalage qui est calculé par un indicateur qu'on appelle l'empreinte écologique et qui permet de repérer comment des modes de production, de consommation donnés ont des effets directs sur le plan de la surface de planète qui est liée à un mode de production et de consommation donné. Quand on produit et quand on a un certain nombre de déchets, ça occupe une certaine surface de terre. On peut calculer ça par l'empreinte écologique. Donc, insoutenabilité écologique, insoutenabilité sociale, et maintenant, ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'insoutenabilité financière. Ces boîtes-là sont cotées au CAC 40, société de téléphonie. Quand vous rentrez dans une entreprise, que vous serrez la main à un salarié, vous avez une chance sur deux que ce soit un salarié de la boîte. Et une chance sur deux pour que ce soit un prestataire extérieur. Pour ces gens-là, la notion de collectif du travail, ça n'a aucun sens. Et puis, dernier élément, puis j'en finirai là-dessus, c'est plutôt une adresse par des choix politiques qui ont permis que des entreprises viennent s'installer, trouvent ici les infrastructures, les écoles, les crèches. Quand une entreprise se barre, quand elle décide de se barrer, y a-t-il, oui ou non, une responsabilité publique? De réinvestissement dans l'économie, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler d'économie réelle, parce que je ne suis pas un économiste de formation, ou dans le service, ou au niveau écologique. C'est cette part-là, je voudrais bien savoir s'il y a... Parce que faire de l'argent, à la rigueur, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on en fait cet argent? La question, c'est effectivement quel rôle peuvent avoir les collectivités territoriales, quel rôle peuvent avoir les organisations syndicales, également aussi quel rôle peuvent avoir tout ce... Alors, j'aime pas trop ce secteur de l'économie sociale et solidaire qui est très divers, mais en tout cas qui a une réelle connaissance effectivement de l'insertion pour peser concrètement sur les choix économiques de tous les jours.